Les trous noirs, on en parle souvent comme si c'était une évidence, comme si leur origine était parfaitement claire. Vous avez sûrement déjà entendu l'histoire classique concernant leur formation. Une étoile très massive arrive en fin de vie, elle n'arrive plus à résister à sa propre gravité. Elle explose en supernova et ce qui reste s'effondre sur lui-même pour former un trou noir. C'est une belle image, ça marche bien pour expliquer le concept. Et surtout, c'est vrai dans pas mal de cas. Mais si on s'arrête là, on se trompe. Parce que derrière cette version simple, il y a une question bien plus profonde. Une question qui dérange un peu. Est-ce que ça se passe vraiment tout le temps comme ça? Ou plus simplement, est-ce que c'est vraiment la seule manière de fabriquer un trou noir? Et là, les choses se compliquent. Quand on regarde l'univers lointain, donc jeune, on tombe sur des observations bizarres. Par exemple, on découvre des trous noirs supermassifs, au centre de galaxies, déjà très tôt après le Big Bang. Des monstres qui pèsent des millions, parfois des milliards de fois la masse de notre Soleil, et qui sont là alors que l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années. Mais attendez, ça n'a pas de sens, parce que pour arriver à une telle masse, il faut du temps, beaucoup de temps. Il faut qu'une étoile se forme, qu'elle vive, qu'elle explose, qu'elle devienne un trou noir de base, puis que ce trou noir grossisse en avalant de la matière autour. Mais dans un univers aussi jeune, ce temps-là, il n'existe pas. Alors, comment on explique leur présence? C'est là qu'on se doute qu'il y a peut-être autre chose, que les trous noirs ne sont pas uniquement des cadavres d'étoiles géantes. Peut-être qu'il existe d'autres chemins pour les créer, d'autres manières, d'autres mécanismes qu'on ne voit pas directement. Et peut-être même que, dans certains cas, un trou noir peut apparaître sans avoir de précurseur visible, comme si la nature pouvait plier l'espace-temps directement, sans passer par l'étape d'étoile. Ça paraît fou, mais pourquoi pas? Parce que finalement, qu'est-ce qu'il faut vraiment pour qu'un trou noir existe? Est-ce qu'il faut de la matière ordinaire, comme celle qui compose les planètes et les étoiles? Est-ce qu'il faut une structure préalable, un nuage de gaz prêt à s'effondrer? Ou est-ce qu'il suffit juste d'avoir les bonnes conditions physiques, une certaine densité, une certaine pression, et hop, un trou noir se forme tout seul? Et là forcément, on pense au début de l'univers. Un univers jeune, instable, encore sans forme, bouillonnant. Pas de galaxies, pas d'étoiles, juste une soupe brûlante, dense, qui se dilatait à toute vitesse. Et dans ce chaos, il y a forcément eu des zones un peu plus lourdes que d'autres, des fluctuations locales. Certaines de ces zones auraient pu s'effondrer directement sans passer par le processus classique. C'est ce qu'on appelle des trous noirs primordiaux. Des objets nés presque à partir de rien, juste parce que les lois de la gravité le permettaient, à une époque où l'univers était encore un enfant. Et là tout bascule, parce que si ces trous noirs primordiaux existent, ça change totalement la vision qu'on a de l'univers. Et ça veut dire que les trous noirs ne sont pas seulement les restes d'étoiles mortes. Et ça veut dire qu'ils pourraient avoir été présents dès le tout début, avant même la naissance des premières galaxies. Et surtout, ça ouvre la porte à des explications vertigineuses. Peut-être que ces trous noirs cachés pourraient être liés à la matière noire, ce truc invisible qu'on cherche depuis des décennies. Peut-être qu'ils sont des répliques d'un univers qu'on ne comprendra jamais totalement. Mais attention, ce n'est pas si simple. On peut pas juste dire « ils existent » et passer à autre chose. Parce que chaque hypothèse soulève d'autres questions. Si ces trous noirs primordiaux sont vraiment là, pourquoi on n'en a pas encore de preuves directes? Et si au contraire ils n'existent pas, comment expliquer la présence de ces monstres supermassifs si tôt dans l'histoire du cosmos? Et c'est là que ça devient presque philosophique. On ne parle plus seulement de physique des étoiles, mais d'une interrogation sur la nature même de l'espace-temps. Alors oui, on peut se dire que la version simple, avec les étoiles qui meurent et qui s'effondrent, est insuffisante. Mais si on regarde de plus près, si on ose remettre en question cette image rassurante, on découvre un univers beaucoup plus étrange. Un univers où un trou noir pourrait apparaître comme une évidence, sans prévenir, juste parce que les conditions fondamentales sont là. Et c'est ça qui est fascinant, parce qu'au fond, personne ne sait vraiment. On a des modèles, des théories, des scénarios, mais aucune certitude. Les trous noirs peuvent être les cadavres d'étoiles, ou bien les fossiles d'un univers primordial, ou encore autre chose qu'on n'a même pas encore imaginé. Et tant qu'on ne saura pas exactement comment ils naissent, on restera avec cette impression qu'ils nous échappent, comme s'ils portaient en eux un secret qui dépasse ce qu'on est capable de comprendre pour l'instant. Et c'est ce doute-là, cette zone grise, qui rend la question si passionnante. Parce que se demander d'où viennent les trous noirs, ce n'est pas juste un détail cosmique, c'est poser la question de ce qu'il faut pour que l'espace-temps lui-même se plie et crée un horizon.
Et ça, c'est probablement l'une des interrogations les plus vertigineuses qu'on puisse avoir sur l'univers. Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Juste avant qu'on commence, comme d'hab, on va lire un petit commentaire. Ouah, quel banger, j'aurais aimé que ça ne s'arrête pas, mais bon, ça me ferait pas de mal de la regarder une deuxième fois, carrément. En tout cas, ça a dépassé mes attentes, cette chaîne est validée pour moi, merci. Bah, c'est trop gentil, merci beaucoup, je suis content que ça te plaise. Et du coup, ça m'amène à une petite question. Vous aimez que les vidéos durent combien de temps? Est-ce que quand ça dure 1 heure, c'est trop long ou au contraire, c'est bien? J'ai l'impression que vous regardez plus les vidéos qui sont très longues, style 1 heure, 1 heure 30, plutôt que les vidéos qui sont plus courtes, style 30 minutes. Comme celle-ci, je pense qu'elle va faire environ 30 minutes. Du coup, voilà, petite question, et peut-être que vous aimez les deux, peut-être que... Enfin, je pense que les vidéos plus longues sont plus propices à regarder le soir parce que, bah, elles sont très longues et quand vous allez dormir, j'en sais rien, bah... au moins ça continue. Alors que les vidéos plus courtes sont plus propices à regarder peut-être la journée quand vous avez des choses à faire, quand vous mangez ou vous faites une autre activité. Parce que peut-être que vous avez une activité qui dure 30 minutes et une vidéo qui dure 30 minutes justement, ça colle bien, je sais pas. Enfin en tout cas c'est les premiers retours que j'avais eu, mais du coup ça m'intéresse un petit peu de savoir vous préférez quelle longueur de vidéo. En tout cas j'espère que cette chaîne vous plaît toujours autant, c'est en tout cas toujours un plaisir de vous faire ces vidéos là. Vous avez vu en ce moment on est hyper actif, on fait beaucoup de vidéos en ce moment, on est jusqu'à 4 vidéos par semaine, c'est énorme. Et pour ça vous pouvez vraiment remercier l'équipe qui travaille aussi sur ces vidéos là, je suis pas tout seul, et heureusement d'ailleurs parce que sinon je pourrais pas. Enfin bon voilà, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la chaîne si c'est pas déjà fait. Et d'ailleurs il y a 60% des gens qui regardent mes vidéos qui sont pas encore abonnés. C'est gratuit en plus, vous avez juste à appuyer sur le petit bouton rouge et moi ça me soutient grandement, donc merci à tous ceux qui le feront. On se parle un petit peu en commentaire, sur ce je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Et si un trou noir gigantesque s'était formé avant même la naissance des premières étoiles? C'est la question incroyable que soulève aujourd'hui une nouvelle découverte du télescope spatial James Webb. Les astronomes ont repéré un point lumineux très lointain dans l'univers, situé à plus de 13 milliards d'années-lumière de la Terre. Ce point, c'est Abell 2744 QSO1, un trou noir supermassif, un objet tellement dense que même la lumière ne peut s'en échapper. Et ce qu'on voit, c'est le passé. Comme la lumière de cet objet a mis 13 milliards d'années pour nous parvenir, nous le voyons tel qu'il était seulement 700 millions d'années après le Big Bang. Autrement dit, à une époque où l'univers n'était encore qu'un bébé. Mais ce n'est pas seulement son âge qui intrigue les scientifiques. Ce qui surprend vraiment, c'est l'environnement dans lequel il se trouve. Normalement, les trous noirs supermassifs se cachent au cœur de grandes galaxies, entourés d'étoiles, de poussière, de gaz. Mais ici, autour de QSO1, il n'y a presque rien. Pas de grandes galaxies visibles, pas de traces de formation d'étoiles, très peu de matière. Bref, un espace presque vide. Et ce n'est pas tout. Les analyses montrent que le gaz autour de ce trou noir est quasiment vierge de métaux. Ce qu'on appelle les métaux, ce sont tous les éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. Donc comme l'oxygène, le carbone, qui sont créés par les étoiles. Donc, s'il n'y a presque pas de métaux, ça veut dire qu'aucune génération d'étoiles n'a encore vécu ici. C'est comme si le coin de l'univers avait encore jamais été touché par la lumière des étoiles. Et pourtant, en plein milieu de ce vide, se trouve un trou noir gigantesque, 50 millions de fois plus massif que notre Soleil. Et le plus étonnant, eh bien, c'est qu'il est plus massif que la galaxie minuscule qui l'entoure. En fait, c'est le contraire de ce qu'on observe habituellement. Dans l'univers d'aujourd'hui, les trous noirs sont beaucoup plus petits que leur galaxie. Ici, c'est comme si le trou noir était arrivé en premier et que la galaxie n'avait pas encore eu le temps de se former autour. Alors, comment un tel monstre a-t-il pu apparaître si tôt? Et surtout, dans un endroit aussi désert. Ce trou noir ne correspond à aucun modèle classique de formation. Il ne devrait pas exister, et pourtant il est bien là. On pense qu'un trou noir naît quand une étoile très massive meurt, puis il grandit petit à petit en avalant du gaz et en fusionnant avec d'autres objets. Mais ce processus est lent. Il faut du temps et beaucoup de matière. Or ici, il n'y a pas assez de gaz, pas d'étoiles, presque pas de métaux. Et pourtant, le trou noir est déjà énorme. Alors, les scientifiques envisagent 2 scénarios. Peut-être que ce trou noir s'est formé d'un seul coup, à partir de l'effondrement direct d'un immense nuage de gaz, sans passer par l'étape des étoiles. Mais pour que ce soit possible, il faudrait un environnement parfait. Mais ces conditions sont extrêmement rares dans l'univers, même à ses débuts. C'est pourquoi les scientifiques se demandent si ce trou noir ne serait pas encore plus ancien que ce qu'on pensait, né juste après le Big Bang, avant même la formation des premières étoiles ou galaxies. Et on parle là d'un trou noir primordial. Mais quelle que soit son origine, Abell 2744 QSO1 remet en question ce qu'on pensait savoir sur les débuts de l'univers.
il oblige les scientifiques à repenser l'ordre des choses. Et si les trous noirs n'étaient pas seulement des résultats de la formation galactique, mais les premiers moteurs de la construction de l'univers. Un trou noir pratiquement nu, entouré de presque rien, mais pourtant déjà immense. On est d'accord, dans l'inconscient collectif, un trou noir ça fait peur, rien qu'au nom. On imagine un gouffre qui avale tout, une sorte d'aspirateur cosmique qui dévore les étoiles et les planètes. Et c'est vrai que, dit comme ça paraît terrifiant. Mais en réalité, un trou noir ce n'est pas une entité magique ou surnaturelle. C'est avant tout une conséquence logique de la gravité poussée à l'extrême. En fait, la définition est même assez simple. Un trou noir, ce n'est pas un astre, parce qu'il n'y a pas de délimitation physique, mais c'est une région de l'espace où la densité est tellement énorme que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Et comme la lumière c'est littéralement la chose la plus rapide de l'univers, si elle est piégée, eh bien tout est piégé. Et ce qui est fou avec les trous noirs, c'est qu'ils sont en un sens les objets les plus simples de l'univers. Ça peut paraître paradoxal parce qu'on les associe toujours à des mystères, à des phénomènes incompréhensibles. Mais une fois qu'ils existent, ils obéissent à une règle qu'on appelle le théorème de la calvitie. Me demandez pas, c'est pas moi qui invente les noms. Mais pour faire simple, ce théorème dit qu'un trou noir n'a pas de cheveux. Et je vous jure que ça existe et que c'est une vraie définition. Plus sérieusement, ça veut dire qu'un trou noir, peu importe comment il s'est formé, peu importe ce qu'il a avalé avant, il peut se résumer à seulement 3 paramètres. 3 valeurs suffisent pour le décrire complètement. Sa masse, sa charge électrique et sa vitesse de rotation. C'est tout. Alors bien sûr, en fonction de ces 3 valeurs, on a différents types de trous noirs. Si on prend un trou noir qui n'a pas de charge et qui ne tourne pas, on appelle ça un trou noir de Schwarzschild. C'est le cas le plus simple, un peu le modèle de base. Mais si on rajoute une rotation, donc qu'elle tourne sur lui-même, on obtient un trou noir de Kerr. Et si en plus de tourner, il est chargé électriquement, là on entre dans le domaine des trous noirs de Kerr-Newman. Alors vous voyez, ça se classe un peu comme des variantes, mais à la fin, ça tient toujours dans ces 3 paramètres, pas besoin de plus. C'est là que le mot calvitie fait son sens. Le trou noir perd toutes les caractéristiques de ce qu'il a créé. Il n'a plus de cheveux, plus de détails, il ne garde que la masse, que sa charge et sa rotation. Mais pour en arriver là, il faut expliquer comment on fabrique un trou noir. Et là, on repart à la base, la vie et la mort des étoiles. Une étoile, c'est une énorme boule de gaz, surtout composée d'hydrogène, et qui tient grâce à un équilibre fragile. À l'intérieur, on a des réactions nucléaires qui transforment l'hydrogène en hélium, et plus tard en éléments plus lourds comme le carbone, l'azote, etc. Ces réactions produisent de l'énergie, de la lumière, et surtout, elles exercent une pression vers l'extérieur. Cette pression radiative est ce qui empêche l'étoile de s'écraser sous son propre poids. Tant qu'elle brûle son carburant, tout va bien, l'équilibre tient, mais à un moment, le carburant finit par manquer. Et là, tout dépend de la masse de l'étoile. Si elle est petite, comme notre Soleil, il finit tranquillement sa vie en naine blanche. Si elle est un peu plus massive, elle peut devenir une étoile à neutrons, une sorte de boule de matière ultra dense où les protons et les électrons se sont écrasés pour donner des neutrons. Et si l'étoile est vraiment énorme, là on atteint une limite, la fameuse limite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff. En gros, au-delà d'une certaine masse, même la pression des neutrons ne suffit plus à tenir contre la gravité. Pour vous rendre compte, la pression de dégénérescence neutronique dit simplement que les neutrons ne peuvent plus se superposer, être au même endroit dans l'espace. Et donc, si la gravité l'emporte, il ne reste qu'une seule issue, l'effondrement total. L'étoile s'écrase sur elle-même, sans résistance, et un trou noir naît. Mais ce n'est pas la seule voie. On peut aussi fabriquer un trou noir par collision. Par exemple, quand 2 étoiles à neutrons fusionnent, l'énergie dégagée est colossale, et parfois, le résultat est un trou noir. On peut aussi en créer par accumulation de matière. Un objet dense qui avale de plus en plus de gaz autour de lui finit par dépasser la limite critique et s'effondrer. Et en fonction de leur taille, on distingue 3 grandes catégories. Les trous noirs stellaires, ce sont ceux qui naissent directement de la mort d'une étoile. Ils pèsent entre quelques masses solaires et quelques dizaines de masses solaires. Ensuite, il y a des trous noirs supermassifs, ceux qu'on trouve au centre des galaxies. Eux, ce sont des monstres. Ils pèsent des millions, voire des milliards de fois la masse du Soleil. Et puis il y a une catégorie intermédiaire, les trous noirs intermédiaires, entre une centaine et quelques milliers de masses solaires. Ceux-là sont plus difficiles à observer, mais ils existent probablement dans les amas d'étoiles. Alors attention, ce classement en fonction de la masse n'a rien à voir avec la classification paramétrique dont on parlait tout à l'heure. Ce sont 2 manières différentes de regarder les trous noirs. D'un côté selon leur masse, de l'autre selon leurs paramètres fondamentaux. Le modèle standard, celui qui fait naître les trous noirs à partir d'étoiles ou de collisions, marche plutôt bien. Mais
il a ses limites. On l'a dit tout à l'heure. Dans l'univers très jeune, on a trouvé des trous noirs supermassifs alors qu'il n'y avait pas encore eu le temps de former des étoiles assez grosses, puis de les faire exploser, puis de les laisser grossir. Et il manque une étape. Et c'est là qu'apparaît une hypothèse encore plus étrange, celle des trous noirs primordiaux. L'idée est simple, mais vertigineuse. Peut-être que certains trous noirs n'ont jamais eu d'étoiles pour se former. Peut-être qu'ils sont apparus directement dans les premiers instants de l'univers. Juste après le Big Bang, quand l'univers était une soupe incroyablement dense et chaude, il y a eu des fluctuations et des petites variations de densité, comme des bosses dans un tissu tendu. Et certaines de ces bosses auraient pu être si denses qu'elles se sont effondrées immédiatement pour donner des trous noirs. Pas des cadavres d'étoiles, mais des fossiles de l'univers primordial. On pense même que ça pourrait être lié à l'inflaton, ce champ hypothétique qui aurait causé l'inflation cosmique, cette expansion ultra rapide juste après le Big Bang. Si ce champ n'était pas parfaitement homogène, s'il n'avait pas des petites irrégularités, des fluctuations, ces différences auraient pu créer des zones plus lourdes qui s'effondreraient sur elles-mêmes. Ça donnerait des trous noirs primordiaux, disséminés partout dans l'univers. Alors, quand on dit qu'ils se forment à partir de rien, il faut bien comprendre ce que ça veut dire en cosmologie. Rien n'est pas le vide complet. C'est plutôt l'absence de structures comme on les connaît aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas de galaxies, pas d'étoiles, juste un état dense, chaud, rempli essentiellement d'hydrogène et d'hélium. C'est d'ailleurs là qu'a eu lieu la nucléosynthèse primordiale, c'est-à-dire la formation des premiers noyaux atomiques, quelques minutes après le Big Bang. Et ça, on en a encore la preuve aujourd'hui. Les proportions d'hélium et d'hydrogène qu'on observe dans l'univers correspondent exactement à ce que prédit le modèle du Big Bang. Donc, on sait que cette phase a existé. Et dans cette phase-là, il aurait pu y avoir des conditions pour fabriquer directement les trous noirs, sans passer par les étoiles. Si ces trous noirs primordiaux existent, alors ils changent tout. Parce qu'il pourrait exister des phénomènes qu'on ne comprend pas encore, comme l'origine de la matière noire. Mais ça, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, quand on regarde loin dans l'univers avec nos télescopes, on tombe sur un problème qui fait grincer des dents pas mal d'astrophysiciens. On a découvert des trous noirs énormes, qui font des millions ou des milliards de fois la masse de notre Soleil, qui existaient déjà très tôt dans l'histoire cosmique. Et quand je dis tôt, c'est pas quelques milliards d'années après le Big Bang. Comme on l'a dit, c'est quelques centaines de millions d'années, alors que l'univers était encore un bébé. Et ça veut dire qu'on les trouve à des époques où, en théorie, il n'y avait même pas eu assez de temps pour qu'ils grossissent autant. Et pourtant ils sont là, assis au centre des premières galaxies, comme si de rien n'était. Normalement, avec les modèles qu'on a, il faudrait que les trous noirs partent petits, issus d'étoiles massives, puis qu'ils grossissent petit à petit en avalant du gaz ou en fusionnant avec d'autres trous noirs. Mais ce processus, ça prend un temps fou, surtout dans un univers qui n'avait pas encore beaucoup de matière organisée à offrir. Donc comment expliquer que certains trous noirs atteignent déjà des milliards de masses solaires alors que l'univers n'avait même pas 1 milliard d'années d'âge? Ces observations récentes, notamment grâce au James Webb Telescope, sont assez claires. Il n'y avait pas de structure très massive, très tôt. Et ça, nos équations ont du mal à le justifier. Du coup, les astrophysiciens se retrouvent à explorer des pistes plus exotiques. Et c'est là que reviennent les fameux trous noirs primordiaux. Ce scénario a un côté séduisant, parce qu'il répond pile au problème du temps. Pas besoin d'attendre des centaines de millions d'années. Si certains trous noirs étaient présents dès les toutes premières secondes, alors forcément, ils avaient une avancée énorme sur les autres pour grossir, fusionner et devenir les géants qu'on observe au centre des galaxies précoces. Mais le souci, c'est qu'on n'a pas encore de preuves directes de leur existence. Une hypothèse élégante, mais pour l'instant, ça reste une hypothèse. Et ça nous amène à une limite énorme dans nos connaissances actuelles, nos instruments. Mais avec James Webb, qui est aujourd'hui le télescope le plus puissant dans l'infrarouge, on n'arrive pas à aller au-delà d'un certain point. Plus on regarde loin, plus on remonte dans le passé. Mais la lumière devient faible, étirée par l'expansion. Et nos détecteurs atteignent leurs limites. Alors on jongle avec les signaux qu'on a. La lumière des quasars, très lointains, les émissions des galaxies naissantes, et parfois les indices laissés par la gravité de ces trous noirs sur leur environnement. Mais pour confirmer qu'il s'agit bien de trous noirs primordiaux, c'est trop léger. Ce qu'il faudrait, c'est des moyens de détection totalement nouveaux. Par exemple, les sondes gravitationnelles. Ça fait pile 10 ans qu'avec LIGO et Virgo, on a déjà entendu le signal de collision de trous noirs et d'étoiles de neutrons. Mais ces instruments restent sensibles à des masses, et donc à des fréquences précises. Pour vraiment tester l'idée des trous noirs primordiaux, il faudra attendre les prochains détecteurs, comme LISA, qui sera lancé dans l'espace, ou encore Einstein Telescope et Cosmic Explorer, qui devraient être capables d'écouter des signaux beaucoup plus anciens et plus subtils. Ces machines pourraient révéler si un trou noir minuscule, laissé par le Big Bang, continue d'exister et de fusionner aujourd'hui. Et si un jour on prouve leur existence, les conséquences
serait énorme. Et ça voudrait dire que notre modèle de la formation des structures doit être revu. Et ça voudrait dire que les galaxies, au lieu d'apparaître d'abord puis d'accueillir des trous noirs au centre, auraient peut-être été construites autour des trous noirs déjà présents. En gros, les trous noirs ne seraient pas des produits secondaires de l'évolution cosmique, mais des acteurs principaux dès le départ. Et ça changerait complètement la manière dont on raconte l'histoire de l'univers. Mais il y a encore plus fort. Et si on détectait vraiment des trous noirs primordiaux, ce serait aussi une fenêtre ouverte vers une nouvelle physique. Parce qu'ils sont directement liés aux conditions de l'univers ultra jeune, bien avant que la lumière se libère. C'est comme des fossiles gravitationnels, des vestiges que rien d'autre ne peut nous raconter. Et ça pourrait nous donner des infos sur l'inflation, sur la densité de l'univers à ses débuts, ou même sur des particules qu'on n'a jamais vues. En attendant, on reste dans cette zone d'incertitude. On sait qu'il y a un problème avec les trous noirs précoces. On a une hypothèse qui pourrait le résoudre, mais on n'a pas de preuves. Alors, chaque nouvelle observation, chaque avancée technologique devient un petit pas vers cette réponse. Peut-être que James Webb trouvera encore des indices. Peut-être que LISA écoutera le bruit lointain d'une fusion de trous noirs primordiaux. Ou peut-être qu'on ne trouvera rien et que le mystère s'épaissira encore. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une époque importante pour la science. Pour la première fois, on a les outils pour poser ces questions sérieusement. Et même si on n'a pas encore les réponses, le simple fait de se dire que l'univers pourrait être peuplé d'objets nés quelques fractions de secondes après le Big Bang, cachés depuis toujours, c'est déjà assez vertigineux pour donner envie de continuer à chercher. Abell 2744 QSO1 n'est pas seulement un objet étrange. C'est une véritable énigme cosmique. Et surtout, c'est une occasion unique de tester nos théories sur la naissance des tout premiers trous noirs de l'univers. Aujourd'hui, les scientifiques étudient deux grandes pistes pour essayer de comprendre d'où vient ce trou noir, si massif, si isolé et si jeune. La première hypothèse, c'est celle de l'effondrement direct d'un nuage de gaz. Dans ce scénario, aucune étoile n'a eu le temps de se former. Ici, on parle d'un énorme nuage de gaz très pur, présent peu après le Big Bang, qui s'effondre d'un seul coup sous son propre poids et forme directement un trou noir. Mais pour que ça marche, plusieurs conditions doivent être réunies. Déjà, le gaz doit être parfaitement stable, ni trop chaud ni trop agité. Il ne doit pas y avoir de lumière d'étoile à proximité. Sinon, le gaz risquerait d'être chauffé et donc ça empêcherait l'effondrement. Et enfin, il faut aussi que ce gaz soit assez dense pour que la gravité prenne le dessus sur toutes les autres forces. En théorie, c'est possible, mais en pratique, ces conditions sont très rares. Les simulations montrent que ce genre d'environnement peut exister, mais qu'il est souvent instable et ne dure pas très longtemps. C'est pour ça que les scientifiques se penchent sur une deuxième hypothèse, celle du trou noir primordial. C'est encore plus radical, mais aussi plus fascinant. Et si Abell 2744 QSO1 était un trou noir primordial, c'est-à-dire formé juste après le Big Bang, bien avant les premières étoiles ou galaxies. À cette époque, l'univers n'était qu'un chaos de particules, très chaud, très dense et en expansion rapide. Et certaines zones auraient pu être un peu plus denses que les autres, formant des bosses dans la matière. Et si ces bosses étaient assez compactes, elles auraient pu s'effondrer directement en trou noir, sans avoir besoin d'étoiles. Abell 2744 QSO1 serait donc un de ces trous noirs nés au début de l'univers. Il ne serait pas le résultat d'une galaxie, mais plutôt l'une des premières briques autour desquelles une galaxie aurait commencé à se former. Mais cette construction ne serait pas encore terminée, même 700 millions d'années après le Big Bang. Le problème, c'est qu'on ne peut pas encore trancher entre ces deux hypothèses. Parce qu'observer un objet aussi lointain, c'est comme essayer de regarder à travers un brouillard, avec une lumière très faible qui a voyagé pendant 13 milliards d'années. Et pourtant, Abell 2744 QSO1 est bien là, un trou noir énorme, isolé, entouré de presque rien, et qui ne devrait pas exister selon nos modèles actuels. Un exemple qui contredit toutes nos règles. Alors, est-ce que Abell 2744 QSO1 est le premier d'une nouvelle classe d'objets cosmiques? Ou est-ce au contraire un cas unique, un accident cosmique rare, perdu dans l'immensité du cosmos? Et bien aujourd'hui, on ne sait pas encore. Mais à chaque nouvelle observation du télescope James Webb, une nouvelle pièce du puzzle vient s'ajouter. Et peut-être, un jour, l'image complète nous révélera enfin comment les premiers monstres de l'univers sont vraiment nés. Alors, peut-on vraiment former un trou noir à partir de rien? À première vue, la question paraît complètement folle. Comment quelque chose d'aussi extrême, d'aussi dense, pourrait-il sortir dans l'univers qui, au départ, n'avait même pas d'étoiles, même pas de galaxies? Rien de structuré. Et pourtant, les observations récentes nous obligent à prendre cette hypothèse au sérieux. Quand James Webb pointe ses instruments vers le passé cosmique et qu'il détecte des trous noirs massifs à une époque où, normalement, il n'y aurait pas dû en avoir, c'est toute notre compréhension qui vacille. Parce que si un de ces monstres est apparu avant tout le reste,
Alors ça veut dire que le rien du tout début n'était pas vraiment vide. Il pouvait déjà cacher les conditions nécessaires pour faire naître un trou noir. Et ce n'est pas juste quelque chose d'hypothétique. Plusieurs indices commencent à aller dans cette direction. L'idée des trous noirs primordiaux formés quelques fractions de secondes juste après le Big Bang, qui prend de plus en plus de poids. Si elle est correcte, ça change complètement la manière dont on raconte l'histoire de l'univers. Les trous noirs ne seraient pas seulement le produit finaux de l'évolution des étoiles. Ils deviendraient des acteurs principaux dès le départ. Peut-être même des graines autour desquelles les galaxies se sont construites. En d'autres termes, les trous noirs ne seraient pas des conséquences, mais des causes. C'est vertigineux, mais ça reste encore une possibilité parmi d'autres. Alors pour l'instant, vous l'avez compris, on n'a pas de preuves directes. Alors la science avance, comme toujours, étape par étape, observation après observation. Il faudra scruter d'autres trous noirs encore plus anciens, plus massifs, comme Abell 2744 QSO1, et attendre de voir si de nouveaux instruments détectent des signaux inattendus. Les futures missions, qu'elles observent la lumière des premiers quasars ou qu'elles écoutent les ondes gravitationnelles des fusions de ces objets, seront décisives. Parce que dans le fond, ce qu'on appelle rien, dans le contexte cosmologique, ce n'est pas un vide absolu. C'est un état dense, chaud, instable, rempli de particules et d'énergie. Peut-être que dans ce chaos initial se cachaient déjà les germes de ce qu'allaient devenir les structures les plus extrêmes de l'univers. Et si c'est vrai, alors l'univers nous dit quelque chose de profond. Même le rien peut contenir les graines du tout. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous mets 2 autres vidéos en lien avec les trous noirs si vous souhaitez approfondir le sujet. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu. C'était Zvorlos. À bientôt.